Salut tout le monde, c'est Sneakit. On se retrouve pour une nouvelle vidéo 5 pépites inconnues chez des petits éditeurs. Je dis ça entre guillemets parce qu'on va commencer par Panini. C'est pas vraiment un tout petit, pas un gros non plus. Mais bon. Donc ici, on va commencer avec Happy de Naoki Urasawa. Cela me permet de parler de ces mangas de sport. Alors, évidemment, on est sur le style de l'auteur. C'est ses premiers mangas à l'origine. Il a commencé par Yawara, sur le judo, et il a enchaîné sur Happy, qui est sur le tennis. Et en fait, moi j'aime beaucoup les œuvres de sport d'Urasawa, parce que c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis, je pense que Badass l'avait très bien dit, les thrillers, il n'est pas tout seul, alors que là, c'est du 100% Urasawa pur jus. Donc ici, on est sur une édition grand format, de luxe, et c'est signé en 15 volumes. Par contre, niveau prix, ça pique un petit peu, vous vous en doutez. Maintenant, ils sont bien épais aussi, il y a quand même de la matière. De quoi que ça cause ? Cette brave fille n'a plus de parents. Elle s'occupe toute seule de ses frères et sœurs. Et elle s'en sort plutôt pas mal. Mine de rien, elle est courageuse, elle fait des efforts. Jusqu'au jour où une bande de joyeux yakuza lui tombe sur le bas du dos. Parce que son grand frère, qui s'est barré de la maison, a disparu dans la nature en lui laissant une dette colossale. Deux options. Soit elle rembourse la dette le plus vite possible, parce que les Yakuza, ils aiment pas trop attendre, on va pas te laisser le temps. Soit elle doit se prostituer pour payer la dette. Aucun des choix n'étant très possible ni intéressant, sa solution va être de se remettre au tennis, parce qu'elle n'était pas mauvaise dans sa jeunesse, même si elle a dû arrêter pour s'occuper de sa famille. Et espérer gagner le Grand Prix, puisque le Grand Prix du tournoi de tennis, c'est la somme qu'elle doit au Yakuza. Évidemment, ça ne va pas se passer aussi bien que ça, parce que déjà, elle est rouillée, et deux, le tennis, c'est quand même un sport un peu élitiste, hein. C'est pas comme le foot où n'importe qui peut jouer au foot. Le tennis, il faut quand même un peu être classe, et la classe, elle l'a plus trop. Évidemment, on a tous les trucs un peu drôles, là, le rival absolument exécrable et désagréable. Urasawa est un génie pour faire des personnages détestables, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même très bon là-dessus. On retrouve aussi tous les codes de manga de sport, les entraînements, on l'entraîne à envoyer la balle sur la gueule des gens, enfin pas vraiment sur la gueule, le classique, ils ont une canette au-dessus, elle doit apprendre à toucher la canette sans toucher la tête. Vous doutez bien que c'est compliqué, que la tête se fait toucher pas mal de fois quand même. Donc toujours beaucoup d'humour aussi, c'est Urasawa. Mais voilà, si vous ne jurez que par 20th Century Boy, Monster ou Pluto, qui sont d'excellentes séries, donnez une chance aux séries de sport. Si vous êtes moins fan de tennis, vous avez aussi le judo. Mais le judo, pour l'instant, donc Yawara, ce n'est pas terminé. Il y a 17 tomes sur. Ensuite, si je vous parle de City Hunter, Nicky Larson. Normalement, tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous foutez ici? Allez lire ça, tout de suite. Mais savez-vous qu'il y a eu une suite? Et cette suite s'appelle Angel Heart. Alors vous m'excuserez, ceci est une vieille édition, ça a été réédité. Mais moi j'ai la première, de toute façon j'avais trouvé beaucoup d'occasions, parce que c'est comme des tomes qui étaient pas loin des 10 €, je pense, à l'époque. Hop là. On reconnaît évidemment tout de suite le trait caractéristique de Hojo. C'est lui qui est derrière, attention, c'est pas fait par n'importe qui. C'est vraiment officiel, fait par le maître. C'est un petit peu plus sombre, en tout cas au début. C'est ça qui m'a vraiment plu dans l'œuvre. Vous avez un animé en 60 épisodes qui reprend vraiment tout le début de la série.
La suite retombe dans les travers avec plutôt un enchaînement de gags qu'une vraie histoire. Où j'en étais, moi, avec tout ça. Mais, voilà. Et la deuxième chose importante, c'est qu'on est dans un futur, puisque c'est le futur de Nicky Larson, mais alternatif, où certains acquis ne sont plus là. Umibozu est toujours le patron du café Cat Size, mais sa femme Miki a complètement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Elle sera plus tard remplacée par une petite fille qui va être adoptée par Umibozu, qui s'appelle justement Miki. La vie est bien faite. Mais voilà, il y a plusieurs comme ça changements. Donc, fondamentalement, de quoi est-ce que ça cause? Évidemment, ici, le personnage au centre du récit, ce n'est plus Ryo Saiba, mais cette fille ici, Chang Ying, oui, c'est du chinois, je suis très mauvais en chinois, qui est un tueur à gages qui s'appelle à l'origine Glass Heart, le cœur de glace. C'est une fille de 16 ans qui a été élevée par la mafia chinoise pour devenir le plus impitoyable des tueurs à gages. Un jour où un de ses contrats l'amène à tuer un père de famille, plus ou moins devant les yeux de ses enfants, elle n'en peut plus et elle décide de se suicider. Je vous ai dit, ça commence pas super joyeusement. Et c'est très simple, elle saute du haut d'un immeuble et elle s'empale sur des pics d'une grille. Clac, et elle a le cœur transpercé. Ce qui devrait déjà être pas mal comme suicide. Au même moment, ce brave Ryo va se marier avec Kaori. Et oui, peut-être ce qu'on attendait le plus dans Nicky Larson, même si au final, c'est fait exprès que ça n'arrive jamais, évidemment. Pardon pour le spoil si vous n'avez jamais lu City Hunter. Mais au moment où ils sont enfin décidés à franchir le cap et à se marier, Kaori va mourir en sauvant un petit enfant qui allait se faire renverser par un camion. Elle va le sauver, mais elle va se faire renverser à sa place. Le rapport entre ces deux histoires, me direz-vous? Eh bien, Kaori, comme elle est fort sympathique, est donneuse d'organes. On va donc prélever ses organes pour sauver des gens. Sauf que la mafia, je vous l'ai dit, a investi pas mal dans un tueur en série, comme ça, et elle a envie de la garder encore un petit peu. Ils vont donc voler le cœur de Kaori pour le transplanter dans Glass Heart et lui sauver la vie. De fait, quand elle va se réveiller sur son lit d'hôpital, déjà, elle a les glandes, parce qu'elle voulait être morte, et elle va essayer de se resuicider. Forcément, tu sauves la vie de quelqu'un qui n'a pas envie de vivre, c'est quand même compliqué. Sauf qu'au moment de se resuicider, elle n'y arrive pas, parce que son cœur l'en empêche, purement et simplement. Et à travers le cœur qu'on lui a transplanté, elle voit des images, et notamment l'image de Ryo Saiba. Elle ressent aussi des émotions, beaucoup d'amour et tout ça pour cet homme, qu'elle n'a aussi jamais vu. Elle va donc partir à sa recherche. Elle va s'évader donc de son hôpital pour retrouver Ryo Saiba et comprendre ce qui lui arrive. Évidemment, on est aussi sur du City Hunter, avec plein de petites histoires où ils vont aider des gens par-ci par-là. Elle va évidemment remplacer Kaori dans l'histoire. Et voilà, c'est déjà pas mal. Vous avez fait un gros résumé de la base, mais c'est vraiment tout le synopsis, on va dire, de base. Vous aurez ça en 2-3 tomes, et il y en a 33 pour la saison 1 et 16 pour la saison 2. Ça fait quand même un bon paquet. Mais si vous avez adoré City Hunter et que vous avez envie d'en reprendre un petit peu, vous devriez donner une chance à cette série. Maintenant, si vous êtes freiné par le nombre de tomes et le budget que ça représente, franchement, une très bonne façon de vous en faire une idée, c'est vraiment la série. De mémoire, c'était 60 épisodes, c'est vraiment très chouette. Après, on retombe dans les travers du Mokori et tout ça, mais bon,
Où serait Ryo Saiba sans son célèbre Mokori? Pour la troisième série, je vais tricher un petit peu beaucoup, ça dépend comment on voit les choses, puisque je vous propose Ken Fist of the Blue Sky chez Panini. Alors, cette édition est magnifique et introuvable, ça vous coûtera les yeux de la tête. Moi j'avais acheté ça à l'époque. Mais, vous connaissez ma politique, je vous vends des choses qui sont trouvables. Je ne suis pas un salaud, ou alors je le dis. Cette édition est rééditée chez Mangetsu dans la collection Tetsuo Hara sous le nom de Soten no Ken, même si il me semble qu'elle n'est pas encore finie à l'euro actuel. Cette édition-là est terminée en 22 tomes. Vu le nom, vous vous en doutez peut-être, mais on est évidemment sur du Tetsuo Hara dans toute sa splendeur. C'est une œuvre qu'il a fait après Ken, le survivant, Hokuto no Ken, mais fondamentalement, c'est un préquel. C'est un préquel puisque dans Hokuto no Ken, on est dans une post-apocalypse. Ici, on est à Shanghai en 1940. Donc, on a la montée évidemment du nazisme, le côté le vilain moustachu qui est en train de foutre la merde, avec évidemment des faits réels, hein, ça, tout ce que je dis, c'est vrai. Des juifs qui ont foutu le camp et qui ont été se planquer à Shanghai. Et ici, on est vraiment dans un truc, le milieu de la pègre, puisque lui est lié à une mafia chinoise, la King Bang, qui est potentiellement, pour moi, ça doit être une vraie organisation criminelle, puisqu'on en parle de la King Bang dans Manchuria Opium Squad. Pour moi, ça doit être lié. Ils sont rivales de la Hongwawi, et évidemment, ils ont de la merde avec toutes les concessions qui se promènent à Shanghai, la concession française, et même les nazis qui vont finir par débarquer à un moment ou à un autre. C'est de la baston, comme on l'aime bien, hein, avec des ennemis tous plus barges les uns que les autres, tous plus dangereux, des mecs qui font 4 mètres de haut et tout ça. Vraiment, vraiment très chouette. Très sombre aussi, hein. On a des scènes de torture, on a des trucs un peu sales, mais on est vraiment dans les milieux, comme je vous l'ai dit, de la mafia et tout ça. Et pour faire le lien, donc cet homme-là, qui est l'héritier du Hokuto Shinken, c'est en fait, donc il s'appelle Ken, et c'est l'oncle, on va dire, du Kenshiro de Hokuto no Ken. Voilà, donc tout est lié, c'est vraiment juste avant, quoi. À la fin, on voit la naissance du Ken. Donc, si vous êtes fan de Hara, une très très bonne œuvre à découvrir. On va passer chez Soleil Manga. Et là, on a vu des œuvres avec un haut niveau, on va dire, et pas toujours que de la bonne humeur. Hein, si vous avez écouté mes résumés, ça se passe pas foncièrement très bien. Donc, on va reprendre voilà, une petite bouffée de fraîcheur. Parce que Soleil, c'est pas trop non plus le gore, tout ça, c'est pas trop leur marché. Même s'il y en a, hein, ils ont Arachnid, tout ça. Mais ici, moi, je vous propose Insomniac. Alors, celui-ci est toujours en cours. Il y a le 13e volume qui vient de sortir. C'est fini en 14. Insomniac, c'est une petite romance toute mignonne. J'aime vraiment beaucoup le dessin. Évidemment, vous me direz, c'est une question de goût. On n'est pas sur un dessin non plus de malade. Ça, je le reconnais. Mais c'est un dessin qui, moi, me plaît bien. Donc, romance et vie scolaire, puisque c'est deux personnages, ici, hein, un garçon, une fille, qui n'arrivent pas à dormir la nuit, ce qui n'est pas cool, surtout quand on est étudiant. Et donc, forcément, quand tu dors pas la nuit, il faut bien quand même dormir un moment ou un autre, sinon tu vas finir par mourir. Et ils dorment pas mal à l'école, ce qui est gênant. Dormir en classe, ça se voit et ça fait pas bonne presse. Et leur plan, c'est de se planquer quelque part pour dormir, et ils ont trouvé justement l'observatoire de l'école qui ne sert plus. Et ils sont tous les deux tombés d'accord indépendamment pour aller dormir là-bas.
Puisqu'ils ont le même problème, ils décident de dormir ensemble, en tout bien, tout honneur, et ils se rendent compte que quand ils sont tous les deux, ils sont apaisés et ils arrivent à s'endormir sans problème. Ce qui est déjà pas mal quand on est insomniaque. Évidemment, il va se nouer une relation entre les deux personnages, et pour justifier le fait qu'ils occupent l'observatoire, ils vont réouvrir le club, voilà, le club du lycée, qui était laissé à l'abandon alors qu'ils ont un super télescope et tout ça. Et ils vont se passionner pour la photographie. Donc il y a aussi ce côté club photo qui est pas mal fait, hein, on explique des choses là-dessus, c'est plutôt sympathique. Ici le but évidemment c'est de photographier les étoiles, ce qui est pratique. La nuit quand tu ne dors pas, autant aller observer les étoiles. C'est frais, c'est tout mignon, il y a toujours des petites révélations par-ci par-là qui viennent pimenter l'histoire, les personnages sont attachants. Si vous aimez bien les petites romances, franchement ce sera en 14 tomes, allez-y, faites-vous plaisir. De la même autrice, terminée en 9 volumes cette fois-ci, nous avons La fille du temple au chat. Encore une fois, c'est un manga. Donc celui-là est le plus ancien, c'est pour ça que celui-là est fini, évidemment. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Donc toujours le même dessin qu'on retrouve avec plaisir. Ici, on est vraiment plutôt, on laisse tomber le cadre vie scolaire. Il y en a, mais c'est pas ce qui est important. On voit où qu'il est. Il est là, hop là. Donc ce jeune homme qui vient de la grande ville et qui en a marre, et donc pour poursuivre ses études, il décide de laisser tomber, de laisser tomber la grande ville et tout ça, il lâche tout, et il va s'installer ici, donc chez sa cousine, qui est cette fille-là, qui tient, elle est la descendante de personnes qui tiennent un sanctuaire. Et on voit ici le sanctuaire, qui est connu comme étant le temple aux chats, parce qu'ils ont recueilli plein de chats. Et donc il y a tout ce côté personnage de la ville qui va à la campagne, tout le côté rural du Japon, donc des paysages vraiment très chouettes. Je ne sais pas si on en voit vraiment ici, mais on a le côté évidemment toujours temple, la problématique de là c'est la grand-mère qui tient le temple et il n'y a plus personne pour prendre théoriquement la succession, donc on cherche un remplaçant. Ici c'est pas comme nos curés à nous, mais on va dire que c'est vraiment une dynastie, on est prêtre de père en fils. On apprend pas mal sur cette culture-là, c'est ça qui est aussi intéressant. Donc il y a le côté tout, voilà, je l'ai dit, il y a vie rurale, joli paysage, petite romance qui se noue aussi, hein, on aime bien par-ci par-là faire des choses comme ça. Oui, c'est sa cousine, mais on s'en fout au Japon, c'est pas important. Donc voilà, encore un beau petit manga de romance, franchement tout doux, et puis il y a des chats, et ça c'est beau. Et hop, transition chat. Le chat qui rendait l'homme heureux, et inversement. Un grand format, version de luxe, qui dit grand format dit prix un peu plus haut évidemment, 11 volumes en cours, et c'est un manga très chouette. On alterne entre on va dire une vraie histoire classique, et parfois des petits comme ça, des petits gags en 4 cases, avec le chat, qui est un peu spécial, là, c'est censé être un chat de race, s'appelle Fukumaru, mais que voilà, c'est pas le genre de chat à qui on s'attacherait foncièrement dès le début, mais ce gars-là va tomber raide dingue du petit chat, et il va l'adopter. Donc l'histoire principale, c'est quoi? C'est ce vieux monsieur-là, qui est déjà pas mal âgé, il doit avoir quand même la soixantaine, vit tout seul depuis la mort de sa femme. Voilà, ça démarre pas super joyeusement non plus. Sauf qu'il lui avait promis, à l'époque, quand les enfants auraient quitté la maison, qu'il prendrait un chat. Et un jour, il se promène, on fait son shopping, il passe devant une animalerie et il tombe sur ce chat-là, qui est, ok, c'est un chat de race, hein, c'est un chat cool, mais qui est en solde parce que personne n'en veut. Il en tombe raide dingue. Il achète et il se retrouve avec un chat chez lui.
Sauf que lui n'a jamais eu d'animaux, il sait pas comment ça marche. Il va essayer de l'apprivoiser. L'animal, lui, est très content d'avoir trouvé quelqu'un. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas un chat sauvage. Mais il va apprendre à cohabiter avec le chat. Comment est-ce qu'on le nourrit, comment est-ce qu'on prépare sa litière, tout ça. Il va faire des rencontres, lui qui est plutôt taciturne. Il va forcément commencer à discuter avec la femme de l'animalerie, qui va lui donner des conseils, tout ça. Ça va attirer d'autres gens chez lui, qui sont curieux, qui sortent de son trou et tout ça. C'est pas un reclus non plus, hein, il est professeur de piano, parce que c'est aussi un génie du piano, donc il y a tout un côté musique qui passe pas mal dans ce manga-là. Mais il a eu un blocage et il n'arrive plus à donner de concerts, même s'il est mondialement connu. Et donc il y a aussi d'autres gens qui vont essayer dans son entourage de le motiver, de lui faire reprendre goût au piano. Donc pour les amateurs de chats, c'est vraiment voilà un très beau petit récit. Mais le problème, comme je vous le dis, c'est du grand format, et donc on est à plus de 10 € le tome, et il y en a déjà plus de 10, et la série est toujours en cours. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez franchir le cap ou pas. On va passer chez Ototo. Alors, Ototo, je pense que c'est le... Je sais pas s'ils font un concours avec Delcourt Tonkam pour savoir qui est le plus mauvais dans l'édition. Noévé Graphics étant évidemment hors compétition, un champion international toute catégorie. Mais pour l'instant, je dois être honnête, ils me cassent les couilles à reporter encore et encore leurs séries qui sont terminées depuis 20 plombes. Honnêtement, les seules séries qui sortent correctement chez eux, c'est ce qui se vend bien, c'est les isekai. Je ne critique pas, je suis grand fan d'isekai, j'en bouffe plein. Mais voilà, c'est pas vraiment non plus, ce sera jamais des lectures qui vont marquer, qui vont transcender l'humain que vous êtes. Après je dis ça, mais j'attends les Mayball, hein, dans le genre connerie, c'est pas mal non plus. Mais voilà, je trouve que c'est très irrespectueux de la part du lectorat de reporter encore et encore des tomes depuis certains même plusieurs années. J'en ai vu plusieurs qui seront d'accord avec moi. Cependant, il y a quand même au moins un manga qui vaut complètement la peine chez Ototo, et ce serait dommage de passer à côté. C'est Spice and Wolf. C'est fini en 16 tomes. Donc ici, il n'y aura pas de problème. Vous le voulez, vous pouvez tout acheter d'un coup si ça vous plaît. Ça a même été édité en coffret. Vous avez 4 petits coffrets de 4 tomes. Ça tombe bien, il y en a 7. C'est un manga plutôt pas mal dessiné. Il y a un petit côté, on est sur un dessin, ça peut penser à Arte quand je vois un dessin comme ça. C'est aussi un manga très verbeux, puisqu'ici on est sur des thèmes commerce et politique. Donc si vous aimez les mangas de baston, les mangas d'action, c'est complètement pas pour vous. Ici, faut aimer lire, Ce qui fait que c'est un bon rapport qualité-prix, vous en avez pour une petite heure à chaque tome. De quoi est-ce que ça cause? On est dans un monde médiéval, pas fantastique, puisque la seule chose étrange dans ce monde, c'est ce personnage-ci qui s'appelle Holo, qui est une femme louve, qui était l'esprit protecteur d'un village, l'esprit du blé. Sauf qu'évidemment, le monde évolue, la technologie aussi, les anciennes croyances ont tendance à disparaître, et cette femme millénaire ne se sent plus à sa place. Et elle va profiter que ce marchand, Lawrence, passe dans le coin et achète justement du blé pour s'incarner dans le blé transporté par ce marchand et l'accompagner dans son voyage. Et ici, c'est tout ce que vous aurez. C'est vraiment le gars, il voyage et il fait du commerce. Il achète d'un côté, il revend de l'autre en espérant faire des bénéfices. Son objectif dans la vie, c'est de laisser tomber ce côté marchand itinérant, parce que c'est quand même dangereux d'être sur les rues tout le temps,
pour gagner assez d'argent pour s'installer. Évidemment, on est dans un monde médiéval, donc il va de village en village, de royaume en royaume. On a tous à côté politique, avec les guerres d'un côté, les problèmes de religion de l'autre, et lui va se trouver un peu toujours emmerdé là-dedans, des fois bon gré mal gré. Il y a tout le côté marchandage, puisqu'il va faire des affaires, parfois il va faire des belles affaires, parfois il va se faire couillonner, parce qu'il n'est pas au courant de certaines informations. Il y a tout le côté monnaie. La monnaie n'est pas la même d'un royaume à l'autre, donc il va falloir faire des échanger sa monnaie et tout ça. C'est vraiment très chouette si vous aimez ce genre, qui, je le conçois, ne plaira pas foncièrement à tout le monde, mais ça vaut complètement la peine. Le dessin donc est très sympa, 16 volumes, c'est pas trop long, c'est des tomes qui sont pas excessivement chers non plus, donc ça pourrait valoir la peine de lui donner une chance. Il y a une suite qui s'appelle Wolf and Parchment, mais voilà, comme je l'ai dit, on est chez Ototo. Pour l'instant, on a eu 2 tomes et ça sort excessivement lentement. Je pense qu'on a 1 tome par an. Maintenant, elle est encore en cours au Japon. On va peut-être leur donner le bénéfice du doute là-dessus. Et si vous voulez vous faire une idée, il y a un petit animé qui est plutôt sympathique. Je pense pas l'avoir tout vu, donc je ne sais pas s'il va jusqu'au bout de l'histoire. Mais de ce que j'en avais vu, il était fort simple. Et on va terminer avec une autre maison d'édition. C'est le seul manga que j'ai chez eux. C'est les éditions Shiba. Et le manga que je vais vous proposer ici est une dinguerie. C'est Colorless. Colorless fini en 7 volumes. Le premier point, qui est pour moi très important, on est sur un manga qui est... Il vaut son prix, hein, il n'est pas donné. Mais alors, on est sur un papier de qualité, il est blanc de chez blanc, là, aucune transparence. C'est vraiment une très très belle édition. Et il fait son petit poids, hein, par rapport à un manga classique, je vous garantis qu'on le sent. C'est un manga qui est extrêmement original, et rien que pour ça, il vaudrait sa place dans toutes les mangathèques qui se respectent. Je m'explique. Fondamentalement, quand on vous parle de manga, vous attendez à 2 choses. Un sens de lecture japonais, hein, dans ce sens-là, on l'a, hein, ici, classique. Certains diraient à l'envers, même si je n'aime pas ce terme-là. Et du noir et blanc. Ah, c'est vrai, la couleur, en général, c'est de belles éditions de luxe, ou de temps en temps, vous avez droit à une page couleur, mais c'est en général réservé aux belles éditions, comme vous en avez plein par là. Ici, on va jouer sur ça. On va jouer sur le fait que dans un manga, il n'y ait pas de couleur, et que quand il y en a, c'est un peu la teuf. On est dans un univers post-apocalyptique. Il y a eu une éruption solaire beaucoup plus puissante que la normale, et cette éruption, elle a eu 2 effets. Effet immédiat, la couleur disparaît. Ce qui justifie qu'on est dans du noir et blanc. C'est justifié par le background du manga. C'est déjà génial. Le deuxième effet, et là vous l'aurez vu dans les pages, c'est que les personnages, enfin les humains, vont muter et avoir des gueules de monstres, pas possible comme ça. Alors ça s'est pas fait tout de suite, évidemment, hein, les premiers qui ont muté, ils n'ont pas passé un bon moment. Mais voilà, c'est acquitté, c'est acquis, c'est les 2 choses qui se sont passées. Évidemment, l'éruption solaire a aussi provoqué une sorte d'IRM géant qui a fait sauter tout ce qui était technologie, donc on a perdu énormément de données. Et ici, on se retrouve donc 200 ans après la catastrophe, dans un monde qui a beaucoup évolué. On est dans un univers un peu à la Gun, avec un énorme mur. D'un côté, les bas quartiers, c'est pour les pauvres, on n'en a rien à foutre, limite c'est la loi de la rue. Et de l'autre côté, les beaux quartiers avec ceux qui ont du pognon. Évidemment, tout ça est géré par l'église, hein, qui vénère un peu les couleurs disparues, et qui ressemble plus à une secte qu'à une vraie église. Et on va suivre ce professeur qui s'appelle Avidia,
qui va, au cours de ses recherches, tomber sur cette fille-là, c'est pas un spoil puisqu'on la voit sur la couverture, qui, elle, n'a plus de souvenirs, mais a toujours un visage normal. Alors évidemment, elle essaye de se cacher, parce que si vous êtes normaux au milieu des monstres, on pourrait dire que c'est à peu près vous le monstre, hein, derrière. Et évidemment, elle est persécutée par l'église, parce que tout ce qui est hors des clous, ils aiment pas ça. La deuxième qualité, c'est que dans ce monde, la couleur n'a pas foncièrement disparu. Il en reste toujours un petit peu. Et si vous la trouvez, elle donne des pouvoirs. Et c'est là où on entre dans le vif du sujet. Vous avez des pages où on a de la couleur. Mais, donc à parcimonie, ici on a du vert, hein, c'est la réserve personnelle du professeur, ce qu'il a trouvé pendant des années à force de creuser partout. Et vous avez donc des vraies pages couleurs, avec de la vraie couleur, mais donc c'est vraiment la couleur qui apparaît dans l'histoire. Quand on vous parle de bleu, vous aurez droit à du bleu. Quand il y aura un monstre rouge, il sera vraiment en rouge. Chaque couleur ayant des pouvoirs un peu différents et des effets particuliers. C'est, franchement, très original. Je suis pas un grand fan de tout ce qui est post-apo science-fiction. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette œuvre. Ça a mis du temps à se terminer. Bah oui, petit éditeur, hein, c'est pas foncièrement facile. Mais aujourd'hui, les 7 tomes sont sortis. Vous pouvez y aller, foncez. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. On a dépassé quand même la demi-heure. J'ai peut-être parlé un peu plus sur les mangas. Mais il y en a qui en valaient, pour moi, le détour. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et le plus important, à me donner votre avis dans les commentaires. Comme ça, on discute ensemble, et ça, c'est vachement cool. Allez, à la prochaine!